Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, la proposition de loi que nous allons commencer à examiner ce soir vise à répondre aux enjeux contemporains et futurs de la santé au travail. Ce faisant, nous abordons un continent qui est au cœur du droit du travail depuis son origine. Sur ces sujets, nous pouvons remonter jusqu'à la moitié du XIXe siècle et la loi Villermé de 1841 limitant le travail des enfants qui a donné naissance à notre Code moderne du travail. Plus près de nous, la grande loi du 9 avril 1898 a permis de passer d'une responsabilité civile particulièrement lourde pour l'employeur et impraticable pour le travailleur à un principe de réparation compatible avec les relations de travail. Ce principe permet au travailleur de bénéficier d'une réparation de son préjudice beaucoup plus fréquente, puisque celle-ci devient automatique et forfaitaire. La faute de l'employeur n'est plus une condition sine qua non pour obtenir la réparation et elle n'est plus recherchée que dans les cas qui vont progressivement évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui la faute inexcusable. De cette nouvelle structure du monde du travail a naturellement découlé un renforcement progressif de l'attention à la préservation de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, culminant avec la loi du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, prévoyant une obligation pour les entreprises de mettre en place des médecins du travail dont le rôle est déjà exclusivement préventif. Ces services ont progressivement évolué vers des services de santé au travail, bénéficiant, en vertu de la loi de modernisation sociale de 2002, d'équipes pluridisciplinaires, tandis que les lois successives en 2011 et 2016 ont modernisé l'action des médecins du travail et leur rôle dans l'entreprise. La France peut aujourd'hui s'appuyer sur un vaste réseau d'acteurs, à commencer par les services de santé au travail, mais aussi la Caisse nationale d'assurance maladie et les CARSAT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et ses dépendants régionaux, les ARACT, les Cap Emploi et bien d'autres. Nous pouvons également nous enorgueillir d'institutions de recherche et de formation de pointe, au premier rang desquelles on trouve l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, l'INRS, ou encore, plus récemment, l'ANSES, qui compte parmi ses missions premières, la fourniture d'informations nécessaires à la prise de décision concernant la prévention des risques professionnels et l'appui aux politiques publiques dans ce domaine. Mais ces acteurs sont malheureusement encore aujourd'hui trop inscrits dans un système en silo et sont par surcroît isolés des acteurs du soin et de la santé publique. Cette situation entraîne de nombreux inconvénients, de la déperdition d'informations à l'absence de coordination et in fine d'efficacité au détriment du travailleur. De nombreux rapports et études ont été rendus sur ce sujet, justifiant les évolutions qui vous sont soumises aujourd'hui. J'ai rendu moi-même 2 rapports à ce sujet au gouvernement, le premier avec Bruno Dupuis et Henri Forest, portant sur l'évolution de la gouvernance et l'amélioration concrète des actions des services de santé au travail, le second avec Pascal Coton et Jean-François Verdier sur la situation de la santé au travail dans la fonction publique. Mais ce problème a été abordé par nombre de nos collègues dans cette Chambre ou du Sénat. Je pense en particulier au rapport de nos collègues Julien Borovitch et Pierre Daréville, au nom de la commission d'enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l'industrie et les moyens à déployer pour leur élimination. Je pense aussi au rapport de nos collègues sénateurs Stéphane Artano et Pascal Gruny, qu'ils ont rendu le 2 octobre 2019 sur la mise en place d'un service universel de santé au travail. À l'extérieur de nos murs, les réflexions se sont également multipliées, qu'il s'agisse de rapports remis par les experts comme Paul Frimat sur le risque chimique ou par l'IGAS qui a rendu 2 rapports sur l'attractivité de la profession de médecin du travail. J'ajoute à l'ensemble de ces rapports celui qu'a remis notre collègue Cyril Isaac-Sibyl sur le dossier médical partagé à l'AMEX, sujet qui se trouve au cœur de notre volonté de décloisonner médecine de soins et médecine de ville. Le bouillonnement intellectuel sur ces sujets ne s'est pas cantonné au seul stade de la réflexion. Les partenaires sociaux se sont pleinement emparés du sujet par différents biais. Ils ont largement contribué d'abord à la définition du 3e plan santé au travail pour la période 2016-2020. Ce faisant, ils ont largement insisté sur la nécessité de placer la prévention primaire au cœur de notre politique publique de santé au travail. Alors que nous sommes restés trop longtemps concentrés sur la seule réparation, cette logique de prévention primaire doit nous permettre de véritablement changer de paradigme
et d'associer chacun des acteurs de l'entreprise à l'appropriation de ces questions sur le lieu de travail. Ils se sont ensuite engagés dans des négociations qui, si elles ont échoué en 2019, ont repris en 2020 avec succès. En effet, je souhaite insister sur ce point, ce texte est l'aboutissement d'une co-construction et d'une alliance inédite entre la démocratie sociale et la démocratie représentative. Alors qu'en juin dernier, le gouvernement adressait un document d'orientation aux partenaires sociaux, notre Assemblée examinait au même moment une proposition de résolution appelant à faire de la France l'un des pays les plus performants en matière de santé au travail. Telle est d'ailleurs toujours notre ambition, puisque nous reprenons à notre compte les objectifs de cette résolution. Faire de la santé au travail une priorité des politiques publiques, doter la France d'un système d'acteurs de santé au travail plus efficace et tourné vers la prévention des risques professionnels et prévenir l'usure professionnelle en faisant un lien étroit entre l'exposition aux risques et les parcours professionnels proposés aux travailleurs. Au fur et à mesure que les partenaires sociaux ont progressé dans leurs négociations, nous avons entendu un grand nombre d'acteurs par le biais d'auditions, de visites sur le terrain, et notre proposition de loi reflète un certain nombre de propositions qui nous ont été faites dans ces moments-là. Nous avons tenu à rester en contact avec les partenaires sociaux tout au long de l'automne, jusqu'à l'aboutissement que constitue l'accord national interprofessionnel du 10 décembre dernier. Alors que notre proposition de loi est la première à transposer un accord national interprofessionnel, je voudrais saluer l'esprit de coopération et de bonne entente dans lequel cette co-construction s'est faite. Cet esprit justifiera, j'espère que vous le comprendrez, une grande part de nos positions sur les amendements qui ont été déposés sur ce texte. Il ne s'agit ni de rejouer le match des négociations, ni de bouleverser un équilibre savamment construit dont certains points ont été pesés au trébuchet. Il n'en demeure pas moins que notre texte s'attache, comme ma collègue Carole Grandjean vous le dira dans un instant, à concilier les vœux des partenaires sociaux avec des idées développées dans de nombreux rapports que j'ai cités et qui visent notamment le décloisonnement entre santé publique et santé au travail. C'est l'honneur de notre travail parlementaire que d'ajouter à la transposition fidèle d'un accord national interprofessionnel des propositions portées à de nombreuses reprises dans le débat public. Je souhaite que nos débats soient fidèles à l'ambition de rénovation de la politique de prévention de santé au travail qui est la nôtre, comme celle des partenaires sociaux signataires de l'ANI, pour permettre à la France de bénéficier enfin d'une politique transversale et cohérente au bénéfice de tous les travailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure.